Si. Si, ça fonctionne. Ok, super. Bonsoir à tous. Ah, on a un problème avec Greg. Voilà. Ah, ok, non. Je peux pas. Ok, bon. Donc bonsoir à tous, merci d'assister à cette conf qui porte sur les lombalgies chroniques communes et l'utilisation de la respiration pour les soulager en fait. Donc dans cette conférence, je suis entouré de pas mal de personnes qui utilisent justement la respiration dans ce cadre-là, qui sont formés à ça et qui sont aussi des professionnels de la santé, donc qui ont l'occasion d'avoir affaire à ce type de pathologie. Donc je vais faire un tour de table de présentation. Donc je vais commencer par les dames. Je vais commencer par Christelle. Donc Christelle, qui est kiné du côté de Perpignan, je te laisse te présenter un petit peu. Bonsoir, je suis Christelle, je suis en kiné dans le service de rhumatologie sur l'hôpital de Perpignan. Ensuite, toujours les dames, Marlène, qui est médecin généraliste. Bonsoir, je suis médecin généraliste à Toulouse. Ensuite, j'ai Alexandre qui est donc juste en bas. Voilà, kiné aussi. C'est ça, bonsoir Alexandre, je suis kiné libéral sur Strasbourg, en Alsace. Voilà. Et ensuite, donc j'ai Philippe, médecin aussi, je te laisse te présenter rapidement aussi. Bonsoir, donc Philippe, je suis neurochirurgien à Paris. Et je termine par Frédéric. Frédéric qui a l'initiative de cette rencontre. Donc je te laisse aussi te présenter. Donc Frédéric André, je suis cadre de santé, formateur au CHU et j'ai une expérience de 14 ans dans une clinique de réhabilitation respiratoire. Super. Et qui vont participer aussi dans la soirée, donc Grégory Pardon, qui est kiné du côté de Roanne, et Marc Béranger, qui lui est coach sportif, et qui ne peuvent pas être en même temps que nous sur l'écran. Donc je leur donnerai la parole au moment de la table ronde. Donc voilà les présentateurs de ce soir. Donc le sujet, c'est la respiration dans le cadre des lombalgies chroniques communes. Donc pourquoi c'est un sujet qu'on a voulu traiter? Parce que déjà, le fait d'amener la respiration vraiment sur une pratique purement santé, c'est pas quelque chose qui est encore commun, qui est encore, on va dire, accepté. Et c'était intéressant de présenter un sujet où la respiration avait pas seulement un effet, on va dire, préventif, mais pouvait avoir un vrai apport curatif. Et les lombalgies chroniques, c'est une pathologie qui s'y prête bien. C'est personnellement une des premières sur lesquelles j'ai vu un effet de la respiration pour les soulager et les améliorer. Donc c'était vraiment un très très bon sujet. Et ce qui a déclenché ça, c'est un article donc qui est paru relativement récemment, une méta-analyse sur l'utilisation de la respiration dans le cadre du traitement des lombalgies chroniques. Et c'est donc ce papier qu'on va vous présenter, vous analyser, après avoir fait un rapide tour de la problématique des lombalgies chroniques communes. Hop. Donc, on a déjà fait les présentations. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, je suis dessus et je répondrai. Et alors vous pouvez pas voir, mais voilà, nous on peut lire vos questions, donc on y répondra à l'oral ensuite. Donc la présentation va se faire de la manière suivante. Déjà, on va rapidement définir ce que c'est la lombalgie chronique. Ensuite, on va voir comment ça se diagnostique, quel est le traitement, comment on le prend en charge chez les kinés,
comment on prend en charge des formes plus lourdes, notamment avec la gestion de la douleur. Et ensuite, on s'intéressera donc à cet article, cette analyse d'un article scientifique, pour terminer sur des retours d'expérience, que ce soit donc par les kinés, mais aussi par des pratiques qu'on pourrait appeler de loisirs, où en fait on a des résultats aussi dessus, sans spécifiquement traiter le problème directement. Donc c'est intéressant d'avoir ces deux visions. Donc, je vais laisser ma place donc à Marlène, puisque en tant que médecin généraliste, c'est une des personnes qui les diagnostique en premier. Donc, je la laisse parler de l'ALCR. Les lombalgies chroniques, qu'est-ce que c'est? Une lombalgie, c'est une douleur du bas du dos et du haut des fesses. Chronique, c'est quand ça dure plus de 3 mois, et elles sont dites communes quand elles ne sont pas l'expression d'une autre maladie, comme des tumeurs, des fractures. Alors ça, c'est la diapo d'après. Là, c'est d'abord les considérations économiques générales, mais c'est pas grave, on recommence. Et donc, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente. Ils estiment que 70% de la population sera touchée à un moment ou à un autre dans sa vie. Et on est à presque 10% à un instant T. Ça couvre toutes les tranches d'âge, avec des pics plus importants, entre 20 et 59, qui correspondent probablement à la période où les personnes travaillent. Ça touche tous les continents. Il n'y a pas de facteur géographique. Ça représente un coût économique qui est monstrueux, parce que par an, ça représente 83 millions d'années d'absentéisme au travail. Et ça entraîne une surconsommation d'examens complémentaires dans les pays où ça s'y prête. Parce que des fois, en fait, il n'y a juste rien, et que les gens ont des fois un peu de mal à accepter qu'il n'y ait rien et qu'ils aient aussi mal. Voilà. Et nous, en tant que médecin généraliste, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc, c'est une douleur du bas du dos qui dure depuis plus de 3 mois et qui n'est pas l'expression d'une autre maladie. C'est lié généralement à des lésions mécaniques qui peuvent être discales, articulaires, ça peut être des dysfonctionnements musculaires, des ligaments, et des fois, il n'y a rien du tout. Ou en tout cas, on ne voit rien du tout, ni à l'examen clinique, ni aux examens complémentaires, et pourtant, la douleur est là. Le plus souvent, ce qu'on trouve sur les examens complémentaires, ce sont des lésions qui ne sont pas du tout spécifiques, par exemple des petites dégénérescences de disques ou un peu d'arthrose, qui sont des choses qu'on trouve aussi chez des personnes asymptomatiques. Par exemple, à 40 ans, les dégénérescences discales, ça touche 48% des personnes asymptomatiques. Donc, quand on regarde, il y a plein de gens qui vont très bien et qui en ont aussi. Et c'est pour ça qu'on les classe dans les communes ou aspécifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de particulier, sauf que certaines personnes vont avoir mal et certaines autres personnes ne vont pas avoir mal. Et c'est là qu'on doit évaluer tout le reste, qui est en fait le contexte biopsychosocial, parce que c'est une pathologie qui est très liée au stress, à l'anxiété, à des facteurs de bien-être au travail, que ce soit de bien-être physique ou psychique. Et ça fait partie des choses qu'on doit évaluer, parce que le contexte joue énormément dans cette pathologie. Qu'est-ce qu'on prescrit dans ce genre de cas? On commence par de la kiné, parce que les gens ont souvent besoin qu'on les prenne en charge, toujours pour ce facteur psychologique. On met des médicaments pour la douleur, donc des antalgiques de palier 1, des anti-inflammatoires. On leur recommande de faire de l'activité physique. Généralement, quand ils le font, ça se passe toujours beaucoup mieux. Et ensuite, quand il y a des contextes sociaux ou psychologiques très particuliers, très vite, on va mettre en place des soins de psychologie, du soutien, des thérapies, des choses comme ça, parce que on sait que sinon, c'est un facteur de risque de chronicisation qui est majeur. C'est-à-dire que ça va durer tant que les gens ne sont pas bien dans
dans leur tête. Ok, merci. Donc là, je vais laisser la parole à Frédéric pour la prise en charge, donc générale et kiné en particulier. Donc, bonsoir. Donc là, je me suis basé sur l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, sur des synthèses qui datent de 2019, en m'appuyant aussi sur les derniers papiers qui sont sortis plus récemment. Donc au niveau, Marlène en a parlé de cette approche, notamment au niveau kiné, on est basé sur l'approche biopsychosociale, donc pas uniquement physique, mais aussi psychosociale, à travers notamment différentes évaluations qu'on va voir un petit peu plus tard. Et donc les trois vecteurs doivent être approchés, notamment lorsqu'on fait le bilan, mais également le suivi du patient. Ce qui concerne les aspects physiques de la lombalgie, on va plutôt, on va le voir tout à l'heure, s'appuyer sur des exercices actifs, mais nous on a la chance en tant que kiné d'avoir les patients au minimum une demi-heure, donc de pouvoir avoir quand même une approche relativement psychosociale avec donc des discussions avec le patient, notamment dans le traitement à base de massage qui permet au patient de verbaliser un petit peu ses croyances, mais également ses douleurs et éventuellement des solutions qu'il a déjà trouvées en lui. Et ensuite, le traitement, bien évidemment, va être bien spécifique à chaque patient. Et pour cela, on va pouvoir s'appuyer sur les différents principes du bilan, notamment le bilan de mobilité avec le bilan articulaire, le bilan musculaire, notamment sur la face antérieure, les abdominaux, et sur la face postérieure, tous les muscles paravertébraux. La douleur prise en charge et également, à travers notamment des questionnaires, les vecteurs psychologiques et également sociaux spécifiques au patient. Et on ajoutera toutes les croyances que peut avoir le patient. Par exemple, porter du poids, ça peut être néfaste pour sa colonne vertébrale. Voilà un petit peu cette approche biopsychosociale qu'on peut avoir dans le soin en tant que thérapeute physique. Au niveau donc des moyens qu'on va pouvoir appliquer, tout ce qui est l'éducation du patient, c'est-à-dire rendre le patient un petit peu autonome et acteur de sa pathologie. Donc attention particulière portée à la réassurance. Donc on va renforcer le patient sur la gestion de sa pathologie et la gestion de la douleur pour lui permettre dans toutes circonstances de sa vie d'avoir les outils pour diminuer la douleur au quotidien. On va travailler sur les croyances, donc notamment les peurs, notamment la peur de bouger qui s'appelle la kinésiophobie, et les croyances qui vont freiner la récupération, à savoir par exemple que le mouvement peut être néfaste pour le patient et auquel il peut avoir des peurs d'augmenter la douleur. Et ensuite, la sensibilisation sur le mouvement, le bienfait de l'activité physique, sans rentrer dans une activité sportive, mais une activité physique qui va lui permettre de diminuer les symptômes au quotidien. Donc ces trois paramètres sont quand même très importants et emblématiques dans le cadre de la lombalgie commune, auquel on va insister sur tout ce qui est actif en fait. Donc le massage peut être dans un premier temps un moyen de laisser le patient verbaliser et aussi d'identifier ses croyances, mais en aucun cas ça va être quelque chose d'intéressant en termes de résultats sur la douleur. Donc on va privilégier tous les moyens actifs, les moyens à type de renforcement de mobilité articulaire, les étirements à visée donc musculaire et également tout ce qui va permettre de renforcer la face antérieure et la face postérieure, qui permettra de stabiliser un petit peu la colonne vertébrale. Et ensuite, thérapie passive, donc peut-être intéressant, mais plutôt dans une approche psychosociale, mais qui va ne pas permettre de diminuer les symptômes au quotidien. Donc on va être vraiment focalisé sur tout ce qui est traitement actif pour avoir des résultats et soulager le patient. Hop.
Donc, en fait, on se rend compte quand même que, à cause de tous ces problèmes-là, souvent c'est quelque chose qui ne suffit pas et ça n'empêche pas la chronicité. Donc, il y a sur les formes les plus graves en tout cas, un besoin de gestion notamment de la douleur. Donc là, je vais laisser la parole à Philippe pour voir comment en fait on prend en charge les patients à ce moment-là quand ces traitements classiques en fait ne sont pas suffisants. Alors, effectivement, nous, on voit cliniquement les patients en consultation avec une lombalgie. Se pose le problème donc de ce qu'a exposé Marlène, de la prise en charge médicale, instaurer du mouvement, les faire bouger, etc. Après, on a une analyse à la fois, donc au départ mécanique, sur la structure de la colonne vertébrale. Il faut bien savoir ce qui se passe à l'intérieur, savoir s'ils ont des discopathies, si oui, quel est l'état des facettes, ce qu'on appelle les facettes articulaires, donc les articulations à la partie postérieure, s'il y a un certain degré d'arthrose. Donc il y a voilà, toute une analyse qui se base beaucoup, alors bien sûr sur la clinique, mais globalement, voilà, j'ai mal au dos et puis quoi. L'analyse de l'IRM, donc essentiellement, ce qui est le meilleur examen, permet de voir à l'intérieur de ce qui se passe au niveau du disque intervertébral et des structures adjacentes et d'analyser donc les causes de la lombalgie. Souvent, très souvent, on pourrait dire dans presque 9 cas sur 10, c'est ce qu'on appelle une lombalgie discogénique, donc provoquée par les altérations du disque, par l'altération de ses propriétés biomécaniques, hein, donc c'est fissuré, déshydraté, voilà, ça fait plus bien sa fonction d'amortisseur. Et ça, c'est très générateur de douleur, parce qu'il y a un ligament très innervé du point de vue anatomique, tout autour, qui est très très sensible, et dès qu'il commence à être un tout petit peu étiré, ça envoie tout un tas de signaux en périphérie et en premier lieu aux muscles paravertébraux. Donc les gens se retrouvent souvent, le lumbago c'est ça, c'est le fait d'être bloqué du dos, hein, le fameux tour de rein, avec la contracture des muscles paravertébraux qu'on peut déjà voir. Donc il y a déjà une première réaction musculaire, et puis après, ce signal douloureux, donc très souvent, la plupart du temps généré par le disque, va donc se propager en première intention donc au niveau des muscles paravertébraux, puis après ça va aller au niveau au niveau central, au niveau cérébral, par la prise de conscience de la douleur, donc d'un signal qui devient douloureux et dont on prend conscience. Donc ça, c'est les trois. Il y a plusieurs niveaux d'intégration du signal douloureux, et on peut agir bien sûr à plusieurs de ces niveaux. Pour traiter soit en périphérie, soit au niveau de la jonction, au niveau de la moelle épinière, soit au niveau central. Là, il y a différentes approches pharmacologiques, médicamenteuses pour ça. Donc, voilà, ce signal qui part du disque, qui implique les groupes musculaires, et puis qui va après au niveau central, dans l'unité centrale qui est le cerveau de la perception de la douleur et de la régulation de la douleur. Du point de vue biomécanique, donc on voit ici plusieurs groupes musculaires au-delà de la colonne vertébrale, qui est une structure qui est relativement fixe. Toute cette structure dynamique donc des groupes musculaires, avec les muscles abdominaux devant, en arrière, donc les haubans musculaires, hein, finalement, les érecteurs spinaux, les muscles qui permettent la lordose, donc la cambrure, qui sont souvent sursollicités parce que surexcités par le disque pathologique. Tout ça est aggravé par des conditions biomécaniques défavorables, comme par exemple les positions assises prolongées, le port de charges lourdes, enfin une ergonomie qui est défavorable pour l'état de la colonne vertébrale. Et puis au milieu de tout ça, juste en avant de la colonne vertébrale lombaire, on a le muscle diaphragme, donc, qui assure bien sûr la respiration, mais dont sur le plan anatomique, il y a beaucoup d'insertions qui se font, en particulier les piliers tendineux du diaphragme qui s'arrêtent au niveau de la partie haute de la colonne vertébrale. Et donc, il y a des tractions. Alors, il y a aussi le jeu des muscles psoas, qui sont les fléchisseurs de hanches. Et tout ça forme un groupe, une structure musculaire donc très importante. Le diaphragme, qui, au-delà de la respiration, est le muscle stabilisateur principal du tronc. Voilà, donc c'est
c'est tout ça, ce lien est très fort du point de vue, ne serait-ce que biomécanique au départ, entre l'activité du diaphragme et la structure de la colonne vertébrale et son équilibre. Et justement, au niveau de la douleur, quand les gens en fait ont trop mal justement à cause de le traitement central, on a vu qu'il y avait les thérapies brèves qui parfois étaient préconisées. Je suppose que l'hypnose aussi. Comment tu as là on arrive au troisième niveau de régulation de la douleur. Hein. Donc il y a la périphérie, après il y a la jonction au niveau de la moelle, donc il y a différentes thérapies qui peuvent agir dessus. Mais au niveau central, donc la douleur est perçue dans une structure, un réseau neuronal qu'on appelle la neuromatrice, et qui a un seuil d'acceptation de la douleur. On pourrait le dire arbitrairement qu'il est à 50, par exemple, et que dans certaines pathologies, je pense à la fibromyalgie, par exemple, on sait qu'on a les douleurs d'origine centrale, on a un abaissement de ce seuil de perception de la douleur. Donc, c'est les douleurs, les myalgies, hein, les douleurs tissulaires, où il y a des gens, simplement, le seul fait d'avoir un serrement tout à fait banal au niveau, par exemple, de l'avant-bras, enfin d'une structure de tissu conjonctif en périphérie, va être douloureux, va être perçu comme douloureux. Donc, au niveau de cette neuromatrice, qui a une physiologie particulière, qu'on cartographie de mieux en mieux, et même en termes de régulation en IRM fonctionnel, donc en live, en direct, y compris chez les patients qui ont une douleur chronique et qu'on peut moduler, par exemple, dans l'état d'hypnose. Et on voit qu'il y a certaines structures de régulation qui s'allument et qui permettent de moduler de façon très importante la perception du signal douloureux, simplement en remontant ce seuil de perception de la douleur au niveau de la neuromatrice. Hein. Une structure s'appelle gyrus singulaire antérieur, peu importe le nom, mais qui s'allume ou s'éteint quasiment en direct. Il y a des gros papiers de science là-dessus chez les patients avec des douleurs chroniques. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, l'hypnose comme jonction, particulièrement pour la douleur, parce que historiquement, ça a été un des grands succès. En tout cas, l'hypnose médicale, et encore même maintenant, est beaucoup basée sur l'approche donc non médicamenteuse. C'est une approche non médicamenteuse de la douleur, très intéressante. Mais à l'époque, je pense à historiquement Dave Hellman ou Milton Erickson, par exemple, psychiatre américain qui a théorisé toute l'hypnose moderne. Il venait de tous les États-Unis, les dentistes et les médecins se former parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. Il faut voir ce que c'était quand même que la chirurgie, même ne serait-ce qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait peur. Et donc, il y a cette approche non médicamenteuse, ça montre que l'hypnose, c'est quand même la seule technique qui permette de faire de la chirurgie sous hypnose. Les femmes accouchent sous hypnose sans péridurale. On fait des soins dentaires sous hypnose, des pansements pour les brûler, etc. Donc, on ne fait pas de chirurgie en sophrologie ou en méditation ou en relaxation. Ce qui n'enlève d'ailleurs rien à l'intérêt de ces techniques par ailleurs, mais ça montre quand même la puissance de l'hypnose et de la capacité qu'a le système nerveux central, par une approche purement verbale en fait, de gérer la douleur au niveau central. Donc c'est une approche tout à fait, moi c'est ce qui m'a intéressé, au-delà de la mécanique de la colonne vertébrale que je traite par l'activité chirurgicale. C'est cette approche non, mais bien sûr le côté médical, la prise en charge classique. En général, ils ont déjà vu des rhumatologues, le médecin traitant, etc. Donc c'est plus un sujet que de leur proposer un nouveau médicament parce que il y a pas plus que ce qu'ils ont essayé. Et ces approches non médicamenteuses, moi, en tout cas, dans ma pratique, donc l'hypnose, ça fait 20 ans que ça m'intéresse. J'avais appris avec des anesthésistes au bloc opératoire, et j'ai continué à la pratiquer. Et puis, la respiration m'a intéressé il y a plusieurs années. Et puis, le travail avec Yvan et toute la formation et l'approche Reboot sont absolument complémentaires de tout ça, parce que ne serait-ce que pour des raisons de physiopathologie, enfin de mécanisme de la douleur, on va taper par l'hypnose d'un côté, je vais mettre de côté parce qu'on parle quand même principalement de la respiration, mais également la respiration, il y a des structures communes, centrales, qui sont liées par exemple à l'amygdale, et ce qu'on appelle la substance grise périducale. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une structure qui est un tout petit groupe de neurones
qui a complètement à quelques millimètres près des groupes neuronaux qui commandent avec une commande centrale de la douleur, qui descend comme ça, qui va du système nerveux pour contrôler la douleur en périphérie. Et juste à côté, il y a les principaux neurones de pacemaker de la respiration. Donc on a déjà entre la douleur et la respiration une unité, une structure de quelques millimètres et de quelques dizaines de milliers de neurones, c'est-à-dire rien à l'échelle de tout le cerveau, qui contrôle en des points très précis l'interface entre la douleur et la respiration. Donc ça, c'est au-delà de la pratique clinique et de la vérification tous les jours finalement de l'efficacité de la respiration sur la douleur chronique. On a une explication scientifique tout à fait cadrée et documentée dans la littérature médicale. Ok, merci. Donc, en fait, c'est ça le truc, c'est quand on regarde l'ensemble des problématiques posées par la lombalgie commune, donc c'est vraiment multifactoriel, on se rend compte qu'en fait, le travail respiratoire vient impacter sur quasiment chaque partie qui pose problème dans la lombalgie chronique. Je vais revenir à la base sur le diaphragme, donc ça c'est sur la partie biomécanique dont Philippe a parlé et qui est aussi... en tout cas, les conséquences de ces problématiques sont traitées entre autres en kiné. Si le diaphragme n'est pas en place, on va avoir la tenue du tronc qui sera moins bonne, ça va favoriser l'instabilité lombaire et donc la lombalgie. Donc, un travail de rééducation respiratoire pure va déjà en fait remettre le tronc, la stabilité du tronc. Ensuite, en termes justement de proprioception, le tronc étant beaucoup plus stable, la proprioception va aussi être améliorée. Donc ça, pareil, c'est toujours par la respiration. La suractivation des muscles abdominaux et des érecteurs spinaux, elle est aussi liée à cette faiblesse finalement centrale. Donc ça aussi, le travail respiratoire a tendance à détendre finalement ces muscles. Et si on en vient à l'aspect douleur, comme ce que tu as dit Philippe, même si effectivement on n'est pas au niveau de l'hypnose sur la gestion de la douleur, le simple fait d'avoir des respirations plus lentes au quotidien, on sait qu'on diminue l'inflammation, on diminue l'anxiété, on diminue le stress, et que ça, c'est, même si ce n'est pas le signal douleur en soi, c'est quand même l'amplification de ce signal qui participe à ce que les gens aient mal. Donc, en fait, quand on regarde ce que la respiration peut apporter dans le traitement des lombalgies communes, on s'aperçoit qu'elle peut apporter beaucoup parce qu'elle est vraiment multimodale et c'est ce qui est nécessaire dans les lombalgies communes. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est justement une méta-analyse qui a été faite sur les effets des exercices respiratoires sur les douleurs lombaires. Et on va voir qu'en fait, on a des effets qui sont super intéressants. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric pour nous parler de cette publication. Ok. Donc, on a choisi cette revue de littérature déjà parce que ça a un grand intérêt au niveau validation scientifique et pour un petit peu justifier ce qu'on vient de voir avant avec donc des papiers qui vont principalement, comme on va le voir, tous dans le même sens. Nous verrons que dans les limites de ce papier, nous pourrons discuter un petit peu des différentes techniques qui ont été utilisées. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu la qualité des différentes études, en sachant que classiquement, tout ce que vous voyez en vert, c'est que en termes de rigueur et de méthodologie scientifique, ça a été respecté. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'études qui sont intéressantes, tant par la rigueur que par l'application de la méthodologie scientifique. Donc déjà, c'est pour vous donner des indications. Bien évidemment, au départ, puisque c'est une méta-analyse et une revue de littérature, il y avait beaucoup plus d'articles, mais ça a été filtré donc par rapport à l'objectif, c'est-à-dire de montrer l'intérêt des techniques de ventilation sur la lombalgie. Et au final, on s'est retrouvé uniquement avec 11 études qui sont la plupart du temps qualitatives.
Juste avant de continuer, il y a quelque chose d'intéressant à remarquer sur les études qui ont été choisies. Si vous regardez, en fait, il n'y a qu'une étude qui est avant 2005. Et ça, c'est assez symptomatique de la considération de la science et de la médecine pour la respiration. C'est-à-dire que jusque-là, c'était vraiment quelque chose d'ultra secondaire. Et depuis quelques années, on se rend compte que c'est intéressant. Il y a de plus en plus d'études qui sont lancées sur le sujet. Et là, typiquement, vous voyez que le gros des études, on va dire, c'est 2018 à maintenant, quoi. Voilà, ici, c'est un petit peu des informations récapitulatives sur les différentes interventions. On ne va pas rentrer dans les détails puisqu'on en reparlera tout à l'heure, notamment pour un petit peu identifier les différentes techniques de ventilation qui ont eu cours pendant ces différentes études, en sachant que vous verrez qu'il y a des techniques qui sont assez récurrentes dans l'ensemble de ces études. Voilà, c'était juste pour avoir un petit aperçu de l'intervention et des comparaisons qu'on pouvait avoir dans le cadre de ces études. Donc, ces études sont basées sur ce qu'on appelle les outcomes, c'est-à-dire les indicateurs. Comment valider le fait que des techniques de ventilation ont un impact sur la lombalgie? Mais on s'est consacré sur deux indicateurs. Donc, ce qu'on appelle l'échelle visuelle analogique, c'est-à-dire on demande au patient de coter sa douleur entre 0 à 10, en sachant que 0, il n'y a pas du tout de douleur, et 10, c'est une douleur insupportable. Donc ça, c'est le premier indicateur. Et le deuxième indicateur qui me semble aussi intéressant, donc c'est l'indice d'incapacité d'Oswestry, que l'on identifiera tout à l'heure par ODI, qui est un indice qui permet d'évaluer la qualité de vie. Donc à travers cet indice, rapidement, il y a 10 critères, notamment des critères de la vie quotidienne, comme s'habiller, manutentionner une charge, marcher à pied, la position assise, la position debout, le sommeil, l'activité sexuelle notamment, et tout ce qui est vie sociale et déplacement. Donc c'est quand même intéressant d'implémenter ça dans les études, puisque au final, si on peut améliorer la qualité de vie du patient, c'est quand même un enjeu majeur qui va lui permettre ensuite de retrouver une vie psychosociale intéressante en termes d'expérience de vie. Voilà ces deux donc, paramètres qu'on va étudier à travers les études, notamment à travers les forest plots que je vais vous expliquer très simplement pour qu'on puisse suivre l'ensemble des résultats. Donc les types d'entraînement qu'on a résumés, alors peut-être Yvan, tu veux le développer? Ouais. Donc en fait, c'est des entraînements que l'on retrouve assez souvent dans les études qui traitent de respiration. Ça va être en fait soit basé sur de la musculation des muscles respiratoires, qui soient expiratoires ou inspirateurs ou inspiratoires ou inspirateurs. Ou alors, on va utiliser des variations de motifs, c'est-à-dire que soit on va plus inspirer qu'expirer, soit on va plus expirer qu'inspirer. Là, ça va plutôt être plus expirer qu'inspirer, mais globalement, on utilise toujours les mêmes choses. On en reparlera sur les limites, mais globalement, ce qui a été choisi dans la majorité des études, c'est l'utilisation d'outils comme le Power Breath ou le device Expand the Lung. Dans les deux cas, c'est des petits appareils qu'on met dans la bouche et qui amènent une résistance, soit à l'inspiration, soit à l'expiration, soit les deux. Donc en fait, en mettant cette résistance-là, vous allez devoir forcer pour inspirer ou pour expirer, et ça fait une musculation des muscles de la respiration. Ensuite, vous avez donc des exercices où on va essayer de plus expirer qu'inspirer, et ils utilisent parfois des manomètres pour s'assurer en fait que la pression de l'expiration soit toujours constante, et le résultat de ça, c'est que vous êtes obligé de maintenir une certaine force dans l'expiration pour bien faire l'exercice. Donc là aussi, c'est une façon de muscler, mais sans avoir d'appareil autre.
Ok, donc on va passer maintenant aux résultats qui nous intéressent particulièrement. Donc les deux indicateurs, donc c'est l'échelle de qualité de vie qui est représentée par l'ODI, en sachant que les forest plots nous indiquent que dans la mesure où on n'a pas un lien commun avec le zéro qui est vertical sur la diapo, ça permet d'identifier statistiquement qu'on a une validation scientifique. En sachant que là, par rapport à la ligne verticale, elle est décalée vers la gauche, ce qui voudrait indiquer qu'il va y avoir une diminution de la douleur en bas et une amélioration de la qualité de vie en haut. Donc on voit que pour le premier critère, sur les effets d'exercice de la respiration, on est carrément sur des résultats qui sont statistiquement représentatifs, donc avec une qualité de vie qui est améliorée. Et sur la diapo d'en bas, que je ne vois pas, mais que j'imagine parce qu'il y a les différents intervenants, on a une échelle visuelle analogique qui a diminué en termes d'intensité de la douleur. Donc déjà, par rapport à ces deux diapos, on a des éléments qui peuvent valider l'intérêt de la ventilation sur la qualité de vie et également sur la douleur dans un processus qui est positif dans les deux cas. La diapo suivante va montrer et va questionner en fait à partir de quand on peut avoir des résultats par rapport à ce traitement de ventilation. Donc en haut, vous pouvez voir que en dessous de 6 semaines, on a déjà des résultats qui sont statistiquement significatifs puisqu'on est éloigné de la verticale de 0. Et au-dessus de 6 semaines, on décale légèrement vers la gauche, ce qui pourrait faire penser que plus on stimule dans le temps un traitement basé sur la ventilation, plus on va obtenir des résultats intéressants, là principalement sur la qualité de vie, puisqu'on est sur l'ODI. La diapo suivante va s'intéresser uniquement donc, sur l'intensité de la douleur. On peut croire par rapport à cette diapo qu'en dessous de 6 semaines, les résultats ne sont moins représentatifs et statistiquement non significatifs. Par contre, dès qu'on passe au-delà de 6 semaines, on a un impact qui est statistiquement intéressant, puisque là, on est bien séparé de la verticale, en sachant qu'on est sur des résultats statistiques qui ne tiennent pas en compte forcément la perception et le ressenti du patient. La diapo suivante maintenant va questionner en fait l'intérêt de combiner des exercices de ventilation à d'autres thérapies. Donc là, sur la partie gauche, c'est uniquement des exercices de ventilation et on voit là aussi qu'on a statistiquement des résultats positifs en termes de diminution des symptômes douloureux. Et on voit sur le forest plot d'en bas que là, il y a un léger décalage vers la gauche, tout en conservant quand même la significativité statistique. Mais à choisir, on pourrait penser que faire uniquement des exercices de ventilation serait plus intéressant en termes de diminution du paramètre intensité de la douleur. Même chose donc pour l'échelle de qualité de vie. On a exactement les mêmes résultats. Exercice de ventilation pur et unique, on a décalé vers la gauche des résultats statistiquement intéressants. Et si on combine à d'autres techniques, on décale légèrement notre losange vers la droite, ce qui pourrait indiquer donc qu'on a moins intérêt, si on veut diminuer la douleur, à utiliser des stratégies qui vont combiner d'autres moyens thérapeutiques. Alors, juste un truc à préciser. Dans ce cas-là, le contrôle, c'est l'exercice seul. Donc, en fait, ajouter la respiration aux exercices seuls, c'est mieux que l'exercice seul.
mais effectivement, c'est pas forcément mieux que seulement la respiration. Hop. Alors, par rapport à ces résultats, donc on a vu des résultats statistiques derrière, ça n'empêche pas la discussion et également aussi d'évoquer tout à l'heure les limites. Donc, la lombalgie va la plupart du temps entraîner une diminution de la stabilité de la colonne vertébrale et la respiration va permettre en fait de maintenir, voire d'améliorer la stabilité du tronc par principalement une action qui va favoriser la synergie entre le muscle transverse et le muscle diaphragmatique. Donc là, on est sur une amélioration de la stabilité liée à ces deux facteurs musculaires qui sont synergiques, le diaphragme et le transverse. Deuxièmement, on peut penser que les exercices de ventilation vont entraîner, comme un exercice musculaire classique, un mécanisme qui va permettre une adaptation des différentes fibres musculaires et ainsi permettre l'amélioration de la force musculaire, principalement du diaphragme, et ainsi pouvoir renforcer le soutien de la colonne vertébrale. Donc effet, là aussi, musculaire par une adaptation cellulaire des muscles, principalement diaphragmatiques. Et pour finir, les mouvements respiratoires, les exercices respiratoires, vont pouvoir aussi avoir un impact sur la fonction, la morphologie, la courbure et la mobilité de la colonne vertébrale par un phénomène de modification de la pression abdominale lié donc aux deux cycles, le cycle inspiratoire et le cycle expiratoire à travers le vecteur du diaphragme. Donc là aussi, intéressant cette adaptation de la fonction, de la morphologie et également de la courbure de la colonne vertébrale, plus particulièrement la colonne lombaire, de par les insertions du diaphragme. Alors, les limites, comme l'a dit Yvan, il y a de grosses différences entre les études en termes de protocole, mais aussi en termes d'exercice ventilatoire. Donc, c'est quand même un petit peu difficile de se faire une idée, de savoir quel est l'exercice qui va amener le plus de bénéfices. Donc, ça fera peut-être l'objet d'autres études. Au niveau méthodologie, il n'y a pas de double aveugle, ce qui quand même limite un petit peu la méthodologie des différentes études qu'on vient de voir. Voilà, les explications sur les techniques, quand on regarde la méthodologie, c'est pas vraiment très précis et ça nécessite quand même, ça nécessiterait d'avoir des indications plus précises pour véritablement savoir ce qui a été réalisé par rapport à ces exercices ventilatoires. Il y a encore un nombre faible d'études, même si c'est apparemment une thématique qui est en pleine évolution, qui intéresse pas mal de chercheurs. Et dans cette revue de littérature, si on additionne le nombre de patients dans la partie intervention et la partie contrôle, on est à peu près sur 400, de mémoire 420 participants aux différentes études, ce qui est quand même pas très important. Et ensuite, au niveau des outcomes, donc des critères, des indicateurs, ça manque véritablement de critères objectifs pour savoir et pour véritablement identifier par rapport aux différentes techniques de ventilation, qu'est-ce qui va permettre en fait d'avoir des moyens thérapeutiques qui vont avoir les effets que l'on vient de voir dans la discussion. Donc pour l'instant, en fait, on a des résultats qui paraissent très intéressants statistiquement, mais derrière, il va falloir travailler sur le qualitatif, c'est-à-dire les protocoles qui peuvent donner les meilleurs résultats en termes de diminution de la douleur, par exemple. Donc, il y a quelques trucs qui sont assez étonnants avec cette étude.
J'ai de l'écho quelque part. Le fait qu'il y ait la grande hétérogénéité, donc c'est un vrai problème. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse en termes de renforcement de la respiration, on a un résultat positif. Donc ça, c'est une première chose qui est assez marquante. Deuxièmement, sur le fait que sur les critères qu'ils ont utilisés, alors effectivement, on n'a pas de critères objectifs comme par exemple des analyses de la posture ou autres qui manquent. Et surtout, je trouve que par rapport aux éléments qu'ils ont choisis pour quantifier en fait d'une certaine manière leurs résultats, ils prennent des choses qui sont très subjectives, donc très liées à la psychologie, et dans leur méta-analyse, ils ne regardent absolument pas ils ne prennent absolument pas en compte l'effet des motifs respiratoires sur le stress ou l'anxiété. Or, on sait que dans les lombalgies chroniques, c'est quelque chose qui est extrêmement influent. Et je trouve ça un petit peu dommage dans cette étude-là qu'ils n'aient pas analysé, en fait, ou dans ces études-là, qu'ils n'aient pas analysé l'impact sur l'anxiété et le stress des exercices respiratoires, parce qu'on sait déjà de façon, on va dire, qualitative, que globalement, les gens, quand ils s'entraînent à la respiration, c'est démontré dans à peu près toutes les études qui le regardent, on a une diminution du stress perçu. Et la deuxième chose, c'est que, ça, c'est d'autres études qui l'ont montré aussi, dès qu'on travaille sur la mécanique ventilatoire, on a une tendance à diminuer le nombre de respirations par minute, et on sait que ça a un effet sur le tonus vagal. Donc, ça, c'est des choses qui n'ont pas du tout été adressées dans cette étude. Et je trouve que, vu les indicateurs qu'ils ont pris en compte, ne pas parler de l'aspect psy de ces résultats, c'est quand même assez dommage. On en revient un petit peu à ce qu'on avait exposé tout à l'heure, c'est que la lombalgie, c'est pas uniquement des symptômes physiques, mais c'est du psychosocial également. Et effectivement, dans ces études-là, il est retenu uniquement les paramètres physiques, ce qui ne se résume pas à la lombalgie, comme on l'a vu précédemment sur le modèle biopsychosocial. Tu vois, par exemple, le résultat sur la perception de la douleur, respiration seule et exercice plus respiration, c'est hyper étonnant que la respiration seule soit plus intéressante que respiration plus exercice physique. Mais en fait, si on considère que le gros de la problématique, c'est l'anxiété générée par la lombalgie chronique et la perception de la douleur, bah finalement, il vaut peut-être mieux travailler là-dessus via la respiration qui va calmer les gens que faire de l'exercice physique. Peut-être que l'exercice physique, et ça c'est un truc qu'on verra peut-être aussi dans les retours d'expérience, c'est pas l'élément le plus comment dire, le plus impactant sur les personnes. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce résultat en tout cas, moi il me fait penser ça. Okay. On a une réponse, vas-y, pardon. Donc voilà, par rapport à ce qu'on vient de voir, bon, là sur le premier point, je me suis un peu emballé. Les exercices de respiration semblent être une thérapie sûre et sans effet indésirable. Je pense que ça, on peut le dire, mais bon, à travers ces études, voilà, c'est pas une certitude, mais ça amène une tendance. Donc je veux être moins affirmatif que ce que j'ai marqué sur le premier point. Ensuite, les exercices de respiration peuvent soulager les douleurs lombaires. Donc, on l'a vu principalement à travers l'EVA, l'échelle visuelle analogique. Il semble intéressant comme thérapie complémentaire, mais dans le cadre qu'on a vu en thérapie principale, ça semble également permettre d'avoir des résultats qui sont relativement intéressants. Et voilà, sur ces 11 études, donc tout à l'heure je vous ai dit 420, c'est 358 patients. Donc ça peut aussi amener à se questionner par rapport à la population qui a été étudiée sur ces 11 études, puisque ça fait quand même une population qui me paraît assez restreinte par rapport à ces 11 études. Voilà un petit peu ce
qui peut être intéressant à retenir de cette étude, en sachant que derrière ça, il me semble intéressant d'aller plus loin, notamment ce qu'on a dit, analyser les différents exercices ventilatoires qui semblent les plus efficients pour la douleur, et également analyser à travers des questionnaires l'impact sur le psy et sur aussi le vecteur social. Donc, c'est vraiment là-dessus en fait qu'il faut rebondir. Hein. C'est une étude une méta-analyse qui est super intéressante parce qu'elle montre qu'il y a vraiment un effet sur la santé de la respiration. Mais donc l'approche ou la logique a été très mécanique dans le sens où dans le raisonnement, on muscle les muscles respiratoires, on stabilise la colonne et donc on soulage la lombalgie. C'est très bien. Mais comme je le disais, il n'y a pas du tout eu de regard sur ce que la respiration fait d'autre. Et on sait que ça a été démontré dans d'autres types d'études. La respiration, ça impacte sur le stress perçu de façon générale, même sur le stress physiologique. Ça a un impact sur l'anxiété, ça a un impact sur l'inflammation, ça a un impact sur le contrôle des pensées. Comment ça s'appelle ces tests-là? Je ne sais plus. Et on a aussi d'autres rôles biomécaniques qui me semblent assez importants et dont ils n'ont pas vraiment parlé. C'est la protection de la région lombaire en position assise. Et on sait que les gens qui sont très atteints, comme on l'a vu en début de présentation, par la lombalgie chronique, c'est beaucoup les cadres. Comme tu disais, on voit rarement des maçons en fait, qui ont ce type de problème. Donc vraiment, il y a tout un tas d'autres effets de la respiration. Et ce dont on va parler maintenant, c'est qu'en fait, la respiration, il y a une vraie technicité, un vrai savoir-faire dans cette pratique-là. Et quand on a en main cette technicité, ce savoir-faire, ça nous permet de cibler spécifiquement les différents points qui participent à la chronicité de la lombalgie. Et donc, c'est ce qu'on va discuter maintenant sous forme de retour d'expérience et de table ronde. Puisque, donc, là, il y a un conflit d'intérêts, hein, puisqu'on est tous ici des pratiquants de la méthode Reboot, donc une méthode de travail de la respiration. Et on va voir dans les retours d'expérience qu'en fait, en utilisant différentes techniques qui vont adresser différents problèmes, on a des très bons résultats dessus. Je vais commencer parce que je ne suis pas sûr. Marc, tu es là? J'ai un écran noir? Non. Bon. Je vais commencer. On va le diviser en deux points. La pratique de loisirs régulière, donc ça c'est ce que moi je fais plutôt, et dans le cas de la pratique en kinésithérapie. Pourquoi c'est intéressant de parler de la pratique de loisirs régulière? Parce que dans ce cadre-là, on n'a pas une pratique qui est spécifique de la lombalgie, et pourtant on a des résultats qui sont assez incroyables. Et ensuite, dans le cadre de la kiné, qu'est-ce que ça apporte d'amener des techniques respiratoires? Donc moi, je vais faire mon retour d'expérience. Hein. Comme je le disais, c'est le premier effet que j'ai vu quand j'ai commencé le travail de la respiration. C'est-à-dire que, pareil, mon public, ça a toujours été une population de cadres. J'ai eu beaucoup de gens qui avaient ce problème de lombalgie chronique. Et je me rendais compte qu'au bout de 6 mois, 1 an, c'était des gens qui ne l'avaient plus du tout. Et c'est quelque chose qui se répète extrêmement souvent. Et en particulier, c'est pour ça que c'est amusant dans la publication, le côté qu'il faut que quand même ça dépasse de préférence, c'était 6 semaines de travail, puisque moi, ce que j'avais identifié, c'est qu'au bout de 3 mois de travail sur l'aspect vraiment mécanique de la ventilation, les gens n'avaient plus de lombalgie. Ou en tout cas, à un niveau où ils s'en rendaient plus du tout compte. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et si Marc arrive à se connecter, ce serait pas mal, parce que justement, Marc, c'est un cas intéressant. Maintenant, il donne lui aussi des cours dans le cadre de son entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marc, c'était quelqu'un qui avait été diagnostiqué lombalgie chronique, alors que paradoxalement, c'était un grand sportif. On parle de quelqu'un qui a fait des Ironman, donc c'était quelqu'un de très entraîné, mais qui avait des lombalgies chroniques. Et
au bout de quoi 3-6 mois qu'il a pratiqué la respiration de façon spécifique, il n'en a plus jamais eu. Et là, il en a plus. Donc, je ne sais pas si Marc, tu arrives à parler, à voir, à faire quelque chose? Non? Bon, on a perdu Marc. On essaiera de faire autre chose. Donc ça, c'est pour la pratique de loisirs régulière. Au bout de quelques mois, on a systématiquement une disparition de ces problématiques, alors qu'on ne le traite pas spécifiquement, puisque ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est juste de remettre en place une ventilation correcte, avec tout ce que ça implique comme effet bénéfique. Donc, comme Marc a du mal à se connecter pour l'instant, je vais maintenant passer la main au kiné. Donc, dans le cadre de votre pratique en kiné, ceux qui sont formés à ces techniques respiratoires, puisque vous êtes tous passés par Reboot, qu'est-ce que vous avez intégré et quels sont les résultats? Je vais peut-être commencer par Christelle. Okay. Donc, bon, moi, je débute dans la formation Reboot, même si ça m'intéresse depuis 1 an et demi que je suis dedans et que je fais les cours en ligne. Mais moi, ça a complètement changé ma pratique parce qu'on parlait, le travail respiratoire, ça m'a toujours intéressé, mais c'était pas concret. Qu'avec les exercices et le travail qu'on fait déjà rien qu'en biomécanique, le travail sur le diaphragme, la mise en conscience du diaphragme, le travail sur la mobilité du diaphragme, c'est pour les patients un travail très intéressant qu'ils peuvent continuer après chez eux. Et souvent, c'est une grande découverte. Est-ce que en termes d'observance, est-ce que tu vois une différence entre l'observance des exercices respiratoires et des exercices on va dire, d'étirement ou de musculation pure? Complètement. En général, les patients, ils intègrent les exercices dans leur vie quotidienne après, les exercices respiratoires. Parfois, c'est en voiture, parfois, c'est avant de se coucher. Voilà, ils ont des moments, mais en règle générale, quand ils commencent à percevoir le mouvement du diaphragme, le mouvement de leur dos par le travail du diaphragme, ils intègrent les exercices quotidiennement, sans problème. Parce que ça, c'est quelque chose. Alors après, je vais passer. Pardon, je te repasse la main pour nous parler peut-être de cas pratiques, mais c'est quelque chose que j'ai observé. L'observance de la pratique pour les exercices respiratoires, elle est hyper bonne. C'est-à-dire que les gens, ça ne va pas leur coûter de faire leurs 10 minutes ou 15 minutes de respiration par jour, alors que je suis sûr que si vous leur demandez de faire ne serait-ce que 10 minutes d'étirement, vous êtes sûr qu'un jour sur 2 minimum, c'est pas fait, quoi. Tout à fait, oui. Souvent, c'est sur leur pause, les patients disent après, quand ils ont repris le travail, c'est sur leur pause déjeuner. Enfin, ils trouvent toujours le moment sans qu'on leur dise quand le faire, ils trouvent toujours un moment pour le faire. Donc, qu'est-ce que tu as eu comme type de résultat sur des lombalgies? J'ai une dame qui souffrait, c'est surtout elle, parce que je vois les gens pas forcément longtemps quand ils sont hospitalisés. Donc, je commence juste à mettre en place un travail où je leur fais un massage et je leur montre comment eux peuvent le faire pour, comme on disait tout à l'heure, devenir acteurs de leur rééducation. Et puis, c'était une femme que j'ai vue là plus longtemps et qui souffrait d'une kinésiophobie, justement. Et au bout de quelques temps, de quelques séances, elle a réussi, ça faisait 2 ans qu'elle avait toujours peur de bouger, qu'elle faisait plus rien, à reprendre à danser quand elle pouvait. Et ça, c'était c'était un beau témoignage de sa part. Et qu'est-ce que tu as mis en place en termes respiratoires chez cette personne? Donc, on commence toujours par un travail du diaphragme, avec une mise en conscience du diaphragme, travail de la mobilité du diaphragme, respiration abdominale. On retravaille sur la respiration abdominale, mais en insistant bien sur le côté où on vient travailler aussi, faire bouger les lombaires par la respiration, par la pression en fait viscérale. Et après, sur la respiration naturelle. Et quand je les ai un peu plus longtemps, on travaille sur la respiration explosive et rythmique aussi, ce qui aide beaucoup. Ouais, tout à fait. Au début, les patients ont du mal à adhérer à la respiration explosive parce qu'ils ont du mal et dès qu'ils savent la faire, pour eux, c'est un bon outil. Ouais, on va en parler de la respiration explosive parce que c'est vraiment un des outils qui sont assez spécifiques à ce que nous on fait et qui a plein d'intérêts autre que simplement la lombalgie chronique. Ce que je vais te demander, je suis désolé, c'est peut-être de te déconnecter pour que Greg puisse prendre ta place.
Ok. Et je vais donner la parole à Alex et après on switchera comme ça. Et si tu as quelque chose à dire, Christelle, à intervenir, tu fais dans le chat, j'ai un œil dessus. Ok. Alex? Ouais. Du coup, ouais, moi, la respiration, je l'ai découvert il y a 1 an et demi, 2 ans. Ça a été un outil très intéressant pour moi dans la mesure où il m'a permis de lier en fait le corps. Donc, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Je suis tourné beaucoup autour du corps et du physique et de lier le corps à l'esprit, donc à ce contexte bio, voilà, et psychosocial. Donc, on a plus de mal à aborder dans le cas de la kinésithérapie. On a une vision assez mécaniste et voilà, biomécanique. Donc, ça a été une belle porte d'entrée pour utiliser la respiration comme moyen d'aborder les patients qui étaient très irritables dans leur douleur. Avec les lombalgies chroniques, comme on l'a vu plus tôt, on a des personnes qui souffrent depuis longtemps, qui traînent leur douleur depuis longtemps, qui ont des douleurs musculaires, mais voilà, un gros stress interne qu'elles ont du mal aussi des fois à verbaliser. Et donc, l'approche de la respiration me permet en fait d'avoir une porte d'entrée pour finalement aller vers le stress qu'elles ont du mal à libérer et qui se manifeste au niveau de leur corps. Donc, cette respiration, elle me permet de jouer sur leur système nerveux central et donc, après, doucement, me permet d'introduire soit une approche manuelle ou une approche d'exercice physique. Qui aurait pu être un stress au départ pour elle si j'avais tout de suite commencé par un massage ou par de l'exercice physique. Donc, en fonction, on va dire, de l'irritabilité de cette personne, j'utilise la respiration. Ok, voilà. cool. Donc sur lombalgie, tu as des cas spécifiques à rapporter? Bah, comme un peu Christelle, j'ai eu des gens qui avaient très peur de bouger. Donc, déjà, il y a une grosse anxiété de leur part. Donc, c'est intéressant de jouer sur leur système nerveux et voilà, de diminuer un peu leur stress. Ça m'a permis aussi de conscientiser cette zone abdominale qui est souvent sous-exploitée par ces gens-là, d'augmenter la proprioception de la zone, la perception qu'il y a un lien entre les membres inférieurs et le rachis. Et donc de leur permettre voilà, de sentir qu'elles sont un tout, une entité, quoi, et c'est pas juste un dos, une souffrance. Voilà, ça permet de connecter à nouveau le corps. C'est ça que j'ai apprécié et que les personnes justement qui étaient en kinésiophobie apprécient beaucoup. Elles se sentent à nouveau liées, quoi. Et après derrière, je peux réintroduire du mouvement plus complexe. Voilà, se pencher en avant, s'accroupir au sol. Bref, voilà, c'est une très bonne base pour moi pour réintroduire le mouvement et de l'assurance en fait chez mes patients. Ok, top, merci. Yvan, j'avais une question, moi, peut-être plus à Christelle, qui est en rhumato. Je voulais savoir si elle avait testé les techniques de respiration sur des sujets ayant de l'arthrose, par exemple au genou, parce qu'on pourrait penser qu'en modifiant la posture et le centre de gravité, on pourrait avoir des effets à distance, notamment au niveau des articulations hanches-genoux, en utilisant ces techniques-là. Alors, je vais demander à Alex peut-être de te déconnecter pour que Christelle puisse revenir, vraiment désolé. Et en attendant que Christelle revienne, je pense que là, je peux laisser la parole à Marc, parce que justement, Marc, il a pareil donc c'était un grand coureur. Je te laisse répondre à ce truc-là, et après Christelle fera son retour. Oui, bonsoir à tous. Vous m'entendez correctement? C'est bon maintenant? Oui, j'ai été sportif de niveau moyen, donc j'ai fait longtemps du triathlon et j'avais beaucoup de problèmes de bas du dos, de lombalgie qui faisaient des douleurs à la hanche. C'est surtout ça que je ressentais. J'ai essayé pas mal de choses. Je suis allé voir beaucoup de docteurs, des thermocoagulations notamment. J'en ai fait plusieurs fois et ça n'a rien donné, quoi. Donc j'ai un peu arrêté. J'ai même arrêté d'ailleurs la pratique du triathlon, de la course à pied et notamment du vélo.
Et ben, quand j'ai rencontré la respiration à peu près en 2019 par la méthode Reboot, mais petit à petit, je me suis aperçu que ben, je pouvais retrottiner, recourir et les douleurs sont ben, quasiment parties disparues. Ça en était venu à un point où je ne pouvais pas sortir de la voiture sans avoir des douleurs assez fortes au niveau de la hanche. Et là, c'est complètement terminé. Donc en faisant cette méthode régulièrement, ben, j'ai quasiment plus mal. Et par contre, je suis pas capable de dire quel est l'exercice type qui peut me l'enlever. En tout cas, l'ensemble des 4 piliers de la méthode Reboot ont permis à terme de m'enlever ces douleurs. Et puis, même si je m'arrête, j'ai plus mal, quoi. C'est ce qui est intéressant, quoi. Donc voilà. Donc au niveau du dos, ça c'est mon expérience personnelle. Après, en tant que pour cibler la question de Fred, c'était sur les articulations. C'est notamment la façon de courir qui permet justement de soulager les articulations. Typiquement, alors ça c'était terrible. Bon, j'ai des problèmes au ménisque, j'ai été opéré des ménisques, etc. Donc c'était impossible de courir sans avoir une barre. Ceux qui connaissent ce genre de douleur, une barre sur le côté intérieur des genoux. Et ben, là, par contre, ça a été un peu plus lent à mettre en place, la technique. Mais une fois que j'ai eu la technique pour courir correctement, et en fait, sans réfléchir à ma façon de courir, c'est ça surtout qui est intéressant, simplement à ma façon de respirer. Et le reste suit. Et ben, du coup, j'ai plus mal du tout. Et c'est assez étonnant parce que si je me concentre et que je le fais comme ça, j'ai pas mal du tout. Si je fais plus attention, au bout de 10 foulées, j'ai mal, quoi. Et ça repart aussi rapidement que c'est venu si je fais attention. Donc, c'est assez bluffant, je dois dire. Et Christelle, du coup, pour répondre alors sur le travail au niveau des genoux, des membres inférieurs, non, j'ai pas encore l'occasion de travailler. Par contre, sur les problèmes d'épaule, j'ai des bons résultats avec le travail sur la respiration, le diaphragme, la respiration explosive. Alors c'est clairement un peu plus facile au niveau des épaules puisqu'on est plus près, et moi j'ai aussi des épaules qui ont été plusieurs fois opérées en faisant la natation notamment, et je pouvais plus nager, je peux à nouveau nager, et même chose, hein, c'est le même genre d'exercice que je fais, mais par contre c'est probablement un peu plus difficile de le faire passer au début, en tout cas pour moi, sur le bas du corps, passer par les hanches, ça a été un peu plus long, mais c'est exactement la même technique que j'utilise. D'accord. Super, merci Greg. Oui, je voulais profiter pour faire plusieurs petits retours d'expérience. Donc moi je suis kinésithérapeute, donc c'est 2 ans passionné de respi, donc moniteur méthode Reboot. La première expérience que je voulais faire part, alors c'est pas réellement sur des lombalgies, mais Philippe parlait d'un groupe musculaire qui fait partie des lombalgies, donc qui sont les psoas. J'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une équipe de cyclistes professionnels, et quand je les avais sur la table de massage, je pratiquais régulièrement soit des techniques myorelaxantes, soit des étirements pour détendre ces psoas qui sont hyper sollicités chez des gars qui ont passé 4-5 heures sur la selle. Et le ressenti et mes tests de fin de séance n'étaient pas très concluants à chaque fois, si ce n'est juste un effet de détente tissulaire. Et du moment que j'ai commencé soit au préalable à travailler la respiration, en la conscientisant, en travaillant sur le diaphragme, soit en travaillant réellement en même temps que mes techniques, en demandant à la personne de venir respirer dans la zone que je désirais travailler, j'avais des tests en fin de séance qui étaient nettement améliorés. Et très souvent, les cyclistes sortant de la table de massage, quand ils marchaient, les premiers pas me disaient « j'ai retrouvé de l'extension de hanche ». Ils étaient beaucoup plus physiologiquement, on va dire, dans des bonnes conditions de récupération. Donc ça, c'est vrai que ça confirme un peu ce qu'on avait dit, l'association de la respi et des techniques, dans ce cas-là, au niveau musculaire, était vraiment optimum. Ça, c'est ma première expérience dans ce monde-là. Le deuxième, quand dans la pratique de mon cabinet, quand je reçois des lombalgies, comme beaucoup de kinés, on fait des tests de flexion debout, des tests d'extension, donc des tests de mobilité. Et très souvent, en fait, j'associe les manquements de la mobilité, et derrière, j'y mets, s'il nous manque de la mobilité, je vais y mettre de la conscientisation, je vais y mettre de la respiration, je vais y mettre du mouvement. Et très souvent, quand j'associe ma respiration à des tests spécifiques, je remarque effectivement mes tests derrière, donc je reproduis exactement le même test, j'ai des valeurs qui sont nettement améliorées, quelle que soit la pathologie avec lesquelles les patients ont pu arriver au préalable. Donc ça, c'est déjà également très notable. Et il y a une chose surtout qui m'a bluffé, je suis passionné par les petits scoliotiques où j'ai beaucoup d'enfants.
Et une chose qui est systématique, c'est que les enfants qui présentent une scoliose, par exemple au niveau thoraco-lombaire, quand on teste leur diaphragme, leurs deux diaphragmes, ils ont une tonicité systématiquement différente entre le côté droit et le côté gauche. Donc c'est systématique, je dirais presque, j'ai même plus besoin d'aller le voir, je sais quel côté va être complètement hypotonique. Donc il y a déjà un travail de normalisation à ce niveau-là, beaucoup plus long à mettre en place pour avoir une régularisation de la colonne, mais en tout cas on a des vrais travails, il y a des vraies portes d'entrée, et systématiquement je commence mon travail à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment le côté, je dirais, articulaire avec la respiration, où j'ai vraiment une pratique qui est assez globale. Et la dernière petite retour d'expérience, et ça va recouper ce que tu as dit, Yvan, je pratique en séance de 1 heure, les gens viennent 1 heure pour de la respiration, technique reboot également, et c'est vrai qu'ils me demandent, souvent leur demande c'est anxiété, stress, problème de sommeil. Et je demande toujours les marqueurs. Et les marqueurs, ils associent, il y en a toujours un qui va me dire de manière, j'ai mal au dos, j'ai mal au cervical, j'ai mal n'importe où. Donc je le note. Je fais mes séances qui sont exclusivement liées sur la respiration, sur leurs problématiques de base, qui sont le sommeil ou qui sont l'anxiété. Et à la fin des 5 séances, que souvent c'est au bout de 4-5 séances, je dis, vous en êtes où de votre douleur de lombaire ou des douleurs cervicales. Et systématiquement, quasiment, sans jamais avoir travaillé spécifiquement le côté lombaire de la zone, j'ai une amélioration à 9 cas sur 10 de leur douleur. Donc, ce que tu, effectivement, disais, que ce facteur anxiété, finalement, où j'ai travaillé uniquement sur l'anxiété, a produit une vraie amélioration sur leur douleur physique. Ouais. Ok, merci. Ces retours, ils sont super intéressants aussi parce que, en fait, j'ai l'impression, avec aussi mon expérience, la sensation que j'ai, c'est que sur tout ce qui va être lombaire, douleur lombaire, c'est d'abord on va dire l'aspect psy, ensuite l'aspect proprioceptif qui va être donné par le fait de conscientiser la respiration dans la région abdominale, et seulement après l'aspect musculation qui va finaliser le boulot. Mais les gens, simplement après quelques séances, on ne peut pas dire que c'est la musculation qui a changé parce que c'est trop court. Par contre, la diminution de leur douleur, on peut l'attribuer soit à la proprioception améliorée au niveau lombaire, soit à la diminution du stress lié au fait du travail respiratoire. Donc, c'est ça que je trouve super intéressant dans l'utilisation de la respiration dans ce cadre, c'est que finalement, les points d'entrée pour l'amélioration sont nombreux, et l'aspect le plus difficile qui est peut-être la musculation, je ne suis même pas sûr que ce soit l'aspect principal, comme le suggèrent finalement les résultats aussi de cette publication. Et le dernier truc qui me semble important de dire, c'est l'avantage de la respiration par rapport de toute façon aux autres approches plus classiques, c'est que contrairement à la musculation ou au stretching, la respiration, quand vous la mettez bien en place, le corps la maintient comme ça un bon moment avant de revenir sur son ancien schéma. Et plus vous corrigez, moins l'ancien schéma va revenir. Et donc, en fait, il y a un vrai travail passif de rééducation quand on passe par la respiration qu'on n'a pas quand on fait de la musculation ou des étirements. Donc, il y a cette espèce de travail auto-entretenu qui fait que pour moi et pour l'observance et pour le patient, ça reste quand même un outil qui est juste imbattable en termes de régularité de pratique et d'effet long terme, en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres retours ou remarques à faire là-dessus. Qu'on peut le généraliser sur beaucoup d'articulations. Moi, personnellement, je pratique finalement, j'ai trouvé qu'il n'y a plus de limite dans l'utilisation de cette technique. Tout n'est pas encore précis, les contours ne sont pas encore définis. On ne maîtrise pas tout. Enfin, personnellement, je ne maîtrise pas encore tout, mais j'arrive à l'inclure, quelle que soit la pathologie. Et à un moment donné, ça sera efficace dans un mouvement, dans une prise de conscience. Voilà, il y a un effet positif. Voilà. Donc, la question intéressante à se poser, c'est déjà pourquoi. Et ensuite, je pense qu'il est important, et c'est pour ça qu'on fait ce séminaire, de sensibiliser en fait les professionnels de santé à l'existence déjà
de la respiration en tant qu'outil thérapeutique et pas seulement en fonction physiologique, quoi. Ok. Fred, Philippe, autre chose à rajouter sur ça, Marc? Ah, peut-être, Marc, ouais, une petite... Sur quoi, pardon? Tu donnes des cours à justement des cadres. Tu avais parlé aussi. Oui, alors une petite précision dans tout ce qui a été dit, parce que les gens ne connaissent pas forcément la méthode Reboot, mais pour arriver à avoir des résultats, finalement, en tout cas des premiers bons résultats, il faut peu de temps, quoi. C'est quelque chose que je voulais dire parce que j'ai entraîné en faisant de la musculation, en faisant des équilibres des muscles postérieurs et intérieurs, devant, derrière, etc. Et c'est beaucoup plus difficile et plus lent pour trouver un équilibre que de faire des exercices de respiration, quoi. Voilà, je voulais préciser simplement pour les gens qui ne connaissent pas la méthode Reboot, assez rapidement, on a déjà des débuts de résultats intéressants, quoi. Voilà. Alors, ce que j'ai observé, moi, parmi les cours que je donne, notamment effectivement à des cadres qui ont pas mal de lombalgie, il y a 2 cas vraiment qui ont été intéressants. C'est une jeune fille, une jeune femme d'une trentaine d'années qui avait des hernies discales, une hernie discale et qui pouvait pratiquement plus rien faire. Même elle voulait pas venir à la séance de respiration tellement elle avait peur que ça lui fasse mal. Ben, ça fait 1 an après, elle vient de faire des déménagements et c'est même plus ce que c'était d'avoir une douleur. Donc, j'aurais bien aimé qu'elle fasse de nouveau des radios pour voir comment se trouve son hernie discale, mais en tout état de cause, dans la vie de tous les jours, elle n'est plus du tout gênée. Autre type de personnes que j'ai assez souvent, c'est des personnes plutôt des hommes d'une quarantaine d'années, plutôt longilignes, plutôt minces, mais assez musculeux des quadriceps. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent et qui amène à faire des forts mal de dos et des vraies lombalgies qui peuvent les laisser bloquer au lit. Et même chose, sans faire rien de particulier, si ce n'est prendre conscience de respirer avec le dos, ce qui n'est pas le plus simple au début. Ça disparaît et même chose, les personnes. Alors là, c'est un peu plus facile pour ces gens-là parce que dès qu'ils respirent pas correctement, ils sont de suite la douleur. Donc, et ça part rapidement. Et s'ils le font suffisamment longtemps, ça disparaît plutôt complètement, comme tu le disais, Yvan. Avec l'habitude, on rectifie de plus en plus vite et du coup, on n'en a plus besoin au bout d'un moment. Voilà mes expériences. Ok, merci. Donc, ce que je vous propose, c'est justement de vous montrer quelques techniques ultra simples qui sont à la base de notre pratique et de les tester si vous avez des problèmes de dos sur quelques 2-3 semaines et voir ce que ça donne. Vraiment, la base de la base, c'est la respiration complète ou la respiration naturelle, qui est le fait de solliciter l'ensemble du tronc quand vous respirez. La plupart des gens vont respirer de là à... Je vais me reculer. À moins que l'un de vous veuille le montrer. Mais vont respirer de là à là, peut-être, dans les meilleurs des cas, par là. En vrai, votre respiration, elle doit descendre. Tu peux te mettre en plein écran. Tu peux te mettre en plein écran, Yvan ? Ouais, attends, comment je fais ça? J'arrête le partage peut-être. Comme ça. Et après, je sais pas comment faire. Je ne pense pas pouvoir faire mieux. Donc, vous devez respirer de là à là. Et en plus de respirer jusqu'ici, vous devez respirer non seulement là, mais surtout là et là. Et en fait, la respiration complète, c'est, on parlait de l'aspect proprioceptif, la capacité en fait à revenir mettre la conscience sur le fait qu'on peut respirer dans ces zones et dans ces zones-là. Et en faisant ça, on stabilise la colonne, on a une meilleure proprioception et c'est déjà une des problématiques de la lombalgie chronique. Pour travailler ça, c'est super simple. Vous allez en fait juste utiliser vos doigts, vous allez les mettre dans les flancs ou dans le dos et vous allez chercher, chaque fois que vous inspirez, à repousser le pouce, repousser les index, je me rapproche comme ça, vous voyez, ici, et vérifier que toutes les zones bougent. Quand vous sentez que tout bouge ici, vous allez ensuite vous mettre au niveau des côtes et de la même manière, sur les côtés, vérifiez que quand vous inspirez, vous repoussez les bras. Et ensuite, vous faites la même chose à ce niveau-là. Donc, faire ce travail
simplement par étage, ça permet déjà de remettre de la proprioception et de corriger votre respiration. Et j'ai presque envie de dire, c'est de mon retour, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais simplement avec ça, quand les gens le travaillent, ça a déjà un gros effet. Le reste, je ne vais pas dire que c'est secondaire, mais il y a déjà un gros effet juste avec la respiration naturelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez un truc à dire là-dessus. Ah oui, on valide à 300. Oui, absolument. Ok. Le deuxième point qui va être intéressant, c'est la mobilisation du diaphragme. Alors, il y a plein de moyens de faire. Il y a les outils comme le Power Breath alors pas le Power Breath justement parce qu'il fait que l'expiration de mémoire, mais le Expand Your Lung, il y a l'inspiration qui se fait sous résistance. J'aime pas trop ces outils parce qu'on fait ça par la bouche et que d'un point de vue biomécanique, respirer par la bouche, c'est pas le top pour la posture. Donc si vous musclez l'inspiration par la bouche, vous allez aussi muscler l'ensemble de votre structure de façon non optimale. Donc moi, je préfère largement le travail de musculation qui va se faire naturellement sans outils. Ou alors avec des poids, mais c'est un autre sujet. L'exercice que je vous propose de mobilisation du diaphragme, c'est un truc tout bête. Vous allez venir expirer, pincer votre nez et faire comme si vous repreniez de l'air par le nez. Et vous allez voir que le diaphragme va se contracter, logique. Sauf que comme vous n'avez pas d'air dans les poumons, la pression des poumons vides va l'empêcher de descendre en fait. Donc vous allez faire une contraction du diaphragme en isométrique, comme ça. Donc j'expire, je pince le nez. Et si vous le faites ne serait-ce qu'une dizaine ou une quinzaine de fois, vous allez voir que le muscle chauffe. Et vous allez aussi, et ça c'est intéressant aussi d'un point de vue proprioceptif, sentir dans le dos les piliers postérieurs du diaphragme quand vous faites ça. Et ça, c'est une zone qui, pour la plupart des gens, c'est une zone inconnue. C'est un truc qui n'est pas sur la carte proprioceptive des gens. Donc faites ce travail-là, le diaphragme va bouger, va se contracter, et vous allez avoir une meilleure proprioception. Donc ça, c'est pareil, un très bon exercice dans ce cadre-là. Le troisième, c'est un exercice qui est un peu plus technique. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est quelque chose qui est assez spécifique de ce qu'on fait dans la méthode Reboot. C'est la respiration explosive. L'idée, c'est de venir respirer comme si vous toussiez, comme ça. Vous allez expirer par la bouche en toussant et laisser l'air rentrer par le nez de façon passive. Simplement ça. Vous mettez les doigts ici et vous vous contentez de repousser. Est-ce que quelqu'un peut checker le chat pendant que je fais ça pour répondre aux questions, parce qu'il y en a une qui est intéressante là. Et donc ça, c'est la respiration explosive. Vous faites ça pendant 1 minute. Vous faites une pause, vous recommencez. Vous allez voir que votre diaphragme ne va plus du tout se comporter pareil et vous allez être beaucoup plus puissant. Vous allez sentir qu'1 minute au début, c'est dur. Donc en fait, que vous fatiguez, ce qui montre qu'en fait, vous faites bien travailler le muscle. Et au fur et à mesure, la minute sera facile et pareil, votre stabilité ne sera pas du tout la même. Et le dernier exercice que je conseille, là, on est plutôt sur l'aspect... vous avez quelque chose à répondre à ça? Non? Non, sur le chat, je veux dire. Dernière question. Sur le diastasis? Ouais. Non. Okay. Pas spécialement, non. Il n'aurait pas y avoir une contre-indication particulière. Je pense que c'est par rapport à la pression abdominale éventuellement, mais en fait, on la force pas spécialement. Ouais. Et le dernier exercice, c'est plutôt pour l'aspect psy, l'aspect nerveux. C'est j'inspire sur 2 par le nez. Et ensuite, par le nez, je vais expirer le plus lentement et le plus confortablement possible. Et rester en pause expiratoire tant que c'est
confortable. D'accord? Donc j'inspire, j'expire le plus longtemps possible et après je reste en pause expiratoire tant que c'est confortable. Répétez ça et vous allez voir que ça donne la sensation d'être dans un état modifié de conscience. À force de le faire, ceux qui ont fait les cours lundi l'ont vécu. Vraiment, vous avez certains ont même des images qui apparaissent comme s'ils étaient proches du rêve en fait. Et ce travail-là va vraiment énormément calmer votre système nerveux et donc avoir un impact sur votre douleur. Donc, je vous propose juste ces 4 exercices, c'est tout bête. Et je vous conseille vraiment de pratiquer la respiration complète et la respiration explosive parce que c'est 2 choses qui vont très très bien ensemble. Donc, passez du temps là-dessus. Et sur les autres, quand vous avez un petit peu de temps, vous le faites de façon courte. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Sauf pour le 2 expiration max, là, vous devez le faire assez longuement. L'idée, c'est de le faire minimum 10 minutes, 10 à 15 minutes. Voilà. Comment on considère le soupir? Alors, le soupir, il y aurait toute une analyse de la publication à faire dessus. En ce qui me concerne, c'est pas vraiment une technique intéressante. Mais il faut avoir la publi qui va avec et expliquer pourquoi déjà elle n'est pas super bien faite et expliquer pourquoi il y a ces résultats-là et que c'est pas des résultats qui sont en lien avec réellement le système nerveux et le parasympathique en particulier parce que l'HRV ne bouge pas là-dedans. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez mécanique et mécanique plutôt haute, plutôt thoracique. Donc c'est pas vraiment un truc qui va nous intéresser pour la lombalgie. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ces techniques? Est-ce qu'il y a des questions sur les lombalgies? Est-ce que ceux qui sont ici, vous avez quelque chose à rajouter que j'aurais oublié ou que vous aimeriez préciser? Vous donnez votre opinion plus générale sur le potentiel de la respiration sur la santé. Pour mon expérience en clinique, donc sur les lombalgies, au-delà du côté donc mal de dos, il y a une colonne vertébrale et puis des muscles autour. Sur le plan chirurgical, donc ça représentait à peine 5% en fait, au grand maximum 10% des gens qui sont vus en consultation de chirurgie rachidienne, qui ont des lombalgies, c'est pareil pour les douleurs cervicales. Pour lequel on va proposer une intervention parce qu'il y a une anomalie structurelle au niveau de la colonne vertébrale, donc une compression, un tassement vertébral, un glissement, etc. Bon. Ça veut dire que 90, si pas 95% des autres patients, il ne faut pas les opérer. Et quelle est la cause principale de la lombalgie? C'est les muscles qu'il y a autour et essentiellement un syndrome myofacial avec des trigger points. Donc, et ça, c'est vraiment intéressant, d'abord pour l'éducation thérapeutique, parce qu'ils sont souvent très impressionnés, et dans le mauvais sens du terme, par ne serait-ce que le compte-rendu du radiologue, qui à chaque niveau vertébral, par exemple en cervical ou en lombaire, va écrire le terme arthrose, et on avait véritablement ce qu'on peut appeler une iatrogénie verbale de la part du radiologue dans son compte-rendu. Et le patient dit c'est normal que j'ai mal au dos parce que regardez, je suis bourré d'arthrose, c'est même marqué dans le compte-rendu du radiologue. Alors qu'en fait, l'arthrose, globalement, ça fait pas mal en dehors de coincer un nerf ou de vraiment ulcérer des surfaces articulaires. En tout cas, dans le rachis, c'est les gens qui ont mal au dos, ils ont essentiellement mal aux muscles autour de la colonne vertébrale. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a bien sûr une action beaucoup plus facile parce que c'est sous la peau. Donc après, il y a l'approche kinésithérapie, ostéopathie, médecine physique de façon générale. Et moi, je leur demande de vraiment cliniquement, une fois que j'ai analysé l'IRM pour voir ce qui se passe à l'intérieur, que j'ai vu si chirurgie ou pas, donc tout le reste, et ça représente encore une fois au moins 90% des patients qui viennent déjà consulter en neurochirurgie. Alors je parle pas de ceux pour lesquels la lombalgie a été traitée par la kinésithérapie, la prise en charge par le médecin traitant, et qui viennent même pas jusqu'à la consultation spécialisée. Et même là-dedans, il y a encore une fois 90% au moins de pathologies musculaires.
Donc le muscle, on va corriger le mouvement, on va l'oxygéner par l'optimisation de la respiration. Et donc là, on a une action absolument fabuleuse et surtout en termes d'observance de traitement et d'éducation thérapeutique. On va arrêter, il y a toutes les croyances limitantes du patient. Je suis bourré d'arthrose, en gros, c'est une fatalité. Ma vie est foutue, et puis de toute façon, c'est normal parce que dans toute ma famille, on est bourré d'arthrose. Une espèce de croyance comme ça qui va plomber la personne et parfois même jeune pendant des dizaines d'années. Et où on arrive à leur dire, moi, cliniquement, je leur demande, montrez-moi, non pas avec un large mouvement de la main, par exemple, l'épaule, mais c'est pareil pour la région lombaire. Quand ils viennent pour une pseudo-névralgie cervico-brachiale, montrez-moi simplement le point le plus précis de votre douleur. Et souvent, ils montrent bien sûr les trapèzes, la musculature cervicale postérieure, un point précis. Je mets le doigt dessus, j'appuie dessus, et là, je sens une corde. Je leur dis ça s'appelle un trigger point, un point gâchette. Ah oui, mais arrêtez, vous me faites mal. Enfin, voilà, c'est pas du tout les nerfs, c'est les muscles. Et là, ça change tout, parce qu'ils comprennent non seulement qu'ils peuvent faire quelque chose par la respiration. Alors bien sûr, là, je te dis pas, quand j'appuie dessus, ils sont en apnée, et déjà, ils respirent par la bouche d'emblée quand ils sont rentrés dans le cabinet de consultation. Donc là, en 2 temps, 3 mouvements, on peut déjà leur donner 2 consignes, au moins de respirer par le nez, ça va déjà aller mieux. Enfin, tout ça, dire qu'il y a une forme, un peu comme en méditation, il y a une espèce d'insight, tu vois, tu vois la petite lumière, c'est pas tout le temps, mais c'est souvent, qui s'allume en disant « Ah oui, mais jamais on m'a expliqué ça comme ça ». Et là, c'est intéressant parce qu'il y a un mouvement, je veux dire un mouvement psychique, psychologique, pour aller vers justement le fait de commencer à s'intéresser aux nœuds musculaires, plutôt que de croire qu'ils ont quelque chose d'irréversible dans leur colonne vertébrale. Et là, la respiration, effectivement, ils commencent à respirer par le nez, ils commencent à faire des automassages. Je leur propose des séances de dry needling avec des kinés, donc c'est avec une aiguille d'acupuncture, des techniques spécifiques. Certains kinés sont formés à ça. Donc moi, j'ai la liste et je les adresse et je fais une prescription spécifique pour ça. Et leur propose d'harmoniser tout ça éventuellement avec des techniques respiratoires. Il y a des ateliers qui sont faits pour ça 1 fois par mois à la clinique. Et voilà comme quoi la respiration, ça a véritablement changé toute l'approche non médicamenteuse de la lombalgie, qui concerne donc, je vous dis, 9 patients sur 10 que je vois à ma consultation. Et que ce soit même en préopératoire pour le tri, je dirais pour la sélection des patients qui peuvent justifier de la chirurgie, et même pour ceux que j'ai opérés, qui de toute façon ont aussi un syndrome myofacial associé, qui ceux-là vont aussi profiter de l'approche respiratoire. Et comme c'est le muscle, c'est la respiration et le mouvement. C'est ce qu'on disait, et c'est d'ailleurs ce que dit le papier. C'est intéressant de voir que respiration et mouvement, enfin voilà, c'est pas la respiration statique, c'est aussi lié la respiration et le mouvement. Enfin voilà, il y a tout un travail là-dessus, et Reboot pour ça est vraiment très intéressant parce que extrêmement pédagogique et surtout accessible, très intuitif pour les patients. Voilà. Ok, merci. Fred, quelque chose à rajouter pour terminer? Non? Oui. On en a déjà parlé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'engagement et de motivation, à peu près avec 10 minutes de travail tous les jours, on arrive assez rapidement à des résultats intéressants, quoi. Donc, c'est vrai que c'est abordable en termes de pratique assez facilement par n'importe qui, quoi. Donc ça, c'est quand même un gros plus dans la technique, puisque très rapidement, en faisant très peu, on a des résultats intéressants, notamment avec la technique Reboot. Ok. Donc, on en arrive à la conclusion. Hein. Donc, je pense que là, ce qu'on a essayé de montrer, c'était que une pratique respiratoire simple permet de complémenter efficacement les traitements de la lombalgie chronique. Donc ça, c'est le papier, mais c'est aussi nos retours. La pratique respiratoire, via ces différentes modalités, permet d'adresser les différentes causes de la lombalgie. Donc, c'est quand même un outil puissant. Et ça, c'est de façon plus générale. La pratique de la respiration consciente est aujourd'hui totalement sous-estimée, à la fois au niveau de la prise en charge des patients, c'est quelque chose qui n'est pas considéré, et je pense que ça mérite une attention plus importante dans la mesure où c'est à la fois une pratique simple qui est peu risquée, accessible à tous.
Donc, c'est vraiment dommage en fait, qu'énormément de soignants passent à côté de ça dans leur pratique. Donc, c'est pour ça que, alors, ça n'a pas arrivé tout de suite, mais avec les intervenants qui sont là, on envisage de monter vraiment des programmes spécifiques pour les soignants, donc qui seraient beaucoup plus orientés protocole que ce qu'on fait dans Reboot d'habitude, mais pour amener des outils très simples aux soignants avec une approche très problème orientée pour sensibiliser les soignants à utiliser la respiration en complément de ce qu'il faut. Donc, merci à tous. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Je tiens à remercier vraiment tous les intervenants. C'est dommage qu'on n'ait pas pu être tous en même temps sur le panel, mais c'est une limite logicielle. J'espère que vous avez appris des choses et je pense qu'on renouvellera ce genre d'initiative. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non. Ok. Dans ce cas, merci. On va s'arrêter là et je vous souhaite une bonne soirée. Salut. Bye. Salut. Bonne soirée. Bonsoir. Hop.